Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Alors, bonsoir et bienvenue sur Info TV. Alors aujourd'hui, c'est un nouveau visage. Et bien voilà, nous serons constitués de femmes aujourd'hui, comme vous avez vu peut-être dans l'affiche et peut-être dans les réseaux sociaux. C'est bien moi, Odile Para, qui vais présenter cette édition. Alors aujourd'hui, nous serons accompagnés d'une femme, et pas de moindre, une syndicaliste, une femme qui a l'habitude de batailler et surtout de mener des combats. Alors vous savez que les syndicats aujourd'hui sont confrontés justement à l'État, quelquefois aux associations, au gouvernement, notamment avec les employeurs et le patronat. Alors, sans plus tarder, nous allons présenter notre invitée justement qui attend depuis quelque temps. Alors, bonjour Madame Antoinette Tangono. Bonjour. Et bienvenue sur Info Télévision. Merci beaucoup, c'est un plaisir, c'est un honneur d'avoir été invitée. Et surtout, je suis ravie d'être dans votre splendide studio et surtout la thématique de votre émission, elle est innovante. Oui, c'est nous qui sommes enchantés de vous recevoir parce qu'on ne reçoit pas souvent beaucoup de femmes justement qui sont dans le combat depuis plusieurs années. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques temps, en quelques mots, dire qui est Madame Tangono, entre autres? Alors, ça c'est assez vaste. Je suis Antoinette Mebiam Tangono, le nom que mon père m'a donné. C'est de quelle Et région, je suis épouse Ekwan. Ekwan, d'accord. Parce que c'est lui qui m'a accompagnée devant Monsieur le maire, qui a sollicité que je l'accompagne dans la vie. Je suis de la grande région du Sud. Je ne vais pas dévoiler le village, mais je suis du Sud. Et Antoinette Tangono, que je suis, est une activiste des droits humains. Je suis d'abord syndicaliste. Je suis enseignante par profession et je suis syndicaliste par passion. Je suis une activiste des droits humains parce qu'au-delà du syndicalisme, je m'occupe aussi d'une association des violentes faites aux femmes et qui lutte contre les assassinats des femmes. On parle de Kaolim 2020. Kaolim 2020, c'est justement une association qui a été mise sur pied en 2020. C'est pour cela qu'on dit 2020, voilà, parce que c'est né en 2020, justement des suites des assassinats des femmes dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et nous avons voulu apporter notre contribution, surtout au niveau de l'éducation, au niveau de l'accompagnement psychologique et au niveau de l'accompagnement juridique. Alors aujourd'hui, on sait qu'on va quand même parler des syndicats. Vous savez quand même qu'aujourd'hui, par exemple, nous avons eu une réunion des syndicalistes des taximans qui ont décidé justement d'avoir une carte pour chaque taximan, avoir un GPS pour chaque taximan pour accueillir justement la canne. Mais on se pose la question à savoir, pourquoi est-ce que c'est seulement maintenant que certains syndicats se réveillent? Non, ce n'est pas maintenant. Le syndicalisme au Cameroun date depuis pratiquement 90 ans. Bon, c'est vrai que à l'époque coloniale, les syndicats étaient dévolus aux expatriés et que les Camerounais n'avaient pas déjà droit à créer leur syndicat. Mais à partir de 1944, quand même, le syndicalisme s'est démocratisé et les indigènes ont eu la possibilité justement de créer leur syndicat. Et quand vous dites indigène, on parle de l'indigénat ou bien on parle de... Oui, on parle des travailleurs indigènes parce qu'à l'époque, c'est comme ça qu'on les présentait, les travailleurs indigènes. Le syndicalisme était réservé aux travailleurs occidentaux qui étaient dans notre pays. Donc, et c'est pour cela que vous allez voir les premiers syndicalistes, Oumniobé, le célèbre, et Charles Assale ont été formés par un socialiste, un syndicaliste français, Gaston Donat,
qui a donné les premiers bribes de la culture syndicale qui va aboutir à la culture politique parce que ils vont migrer du syndicalisme à la politique. C'est à partir de cette formation syndicale qu'ils ont eu le courage de migrer justement vers la politique. Donc le syndicalisme au Cameroun ne date pas d'aujourd'hui. Vous dites que ce n'est que maintenant que les syndicalistes nous se savons réveillent. que le Cameroun organise la Cannes Total Énergie l'année prochaine, bon, d'ici quelques mois. Et là, c'est maintenant que les syndicats des travailleurs des taxis se rassemblent et justement pour prendre une décision, notamment concernant les taxis, concernant les transports. Pourquoi depuis il y a quelques années, ils ne se sont pas levés à justement face à cette grande échéance qui arrive? Je pourrais vous dire que s'il y a des syndicats qui sont toujours dans la revendication, c'est le secteur du transport. 2008, c'était le secteur du transport. Quand il y a eu la fameuse grève de 2008 qu'on a abusivement appelée les émeutes de la faim, c'est parti d'une revendication du secteur du transport. On avait augmenté le prix du carburant et les syndicats de transport se sont offusqués. Donc les syndicats de transport sont toujours dans la lutte, sont toujours dans la revendication. Et on ne fait pas le syndicalisme par à-coup. Le syndicalisme, c'est une vie. Le syndicalisme, c'est une vie parce qu'il faut comprendre que le syndicat, c'est un organisme de protection et de défense des intérêts à la fois collectifs et individuels. Donc, on ne s'arrête jamais de revendiquer. Ce n'est pas parce qu'il y a la canne à l'horizon que vous pensez que les syndicats des transporteurs se sont levés. Non, ils sont toujours dans la revendication puisque le syndicalisme, c'est pour l'amélioration des conditions et de travail et de vie des travailleurs. Et au Cameroun, les syndicats sont formés par secteur d'activité. Donc, tous les secteurs d'activité sont organisés. Il y a le secteur du journalisme. Il me souvient qu'il y a un syndicat dans le secteur du journalisme. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Le syndicat national, c'est le syndicat national des journalistes du Cameroun. Voilà. Et dans le secteur de la santé, il y en a. Dans le secteur des forêts, il y en a. Dans le secteur du transport, il y en a. Dans tous les secteurs, en tout cas tous les secteurs de la vie au Cameroun sont organisés en syndicats. Donc, si un secteur se sent mal à l'aise, si un secteur voudrait revendiquer ses droits, si un secteur voudrait améliorer ses conditions de vie, il ne faut pas lier ça à un événement ponctuel. Parce que d'autres secteurs aussi, vous vous souvenez que pas très loin, il y a le secteur, il y a les enseignants. Oui. Il y a les infirmiers, par exemple. Donc, le syndicalisme, c'est une vie. C'est un organisme qui vous permet de demander l'amélioration de vos conditions de vie et de travail. Donc, c'est continuellement une vie et ce n'est pas ponctuel du tout. D'accord. Étant une femme, n'est-ce pas, on sait qu'aujourd'hui, vous êtes une femme qui est active, notamment dans plusieurs associations et justement, on sait que vous avez beaucoup de réactions dans les réseaux sociaux. Que pensez-vous de la femme dans le syndicalisme aujourd'hui au Cameroun? Alors, la femme dans le syndicalisme est un peu la figure manquante. Je voudrais, pour preuve, je suis la première femme à diriger une confédération au niveau national. Et il y en a 12. Vous comprenez que ce n'est qu'en 2010 que j'ai été élue à la tête d'une confédération. Or, le syndicalisme existe, les syndicats existent au Cameroun pratiquement depuis 60 ans et plus. Donc, parce que justement, les femmes n'ont pas toujours l'envie de se mettre au devant de la scène, ce qui est un tort d'ailleurs, ce qui est un tort, parce que la femme, elle a beaucoup à apporter. Et mon expérience a fait que, à partir de mon engagement, je suis devenue pratiquement une pionnière dans le syndicalisme au niveau du Cameroun et même au niveau international. Donc, les femmes doivent apprendre à se départir de cette autocensure, d'essayer, même si on échoue, d'essayer, d'oser. Parce qu'on ne donne pas, la liberté, elle ne se donne pas. Elle s'arrache. Elle s'arrache. Vous ne pouvez pas imaginer tous les combats que j'ai eus pour être au niveau là où je suis. Mais si j'avais
si j'avais laissé tomber à la première difficulté, je ne serais pas aujourd'hui au niveau national et international la femme pionnière que je suis. Je voudrais, si vous avez convenance, pour dire que peut-être il n'est pas très bien de parler de soi, mais il est important de donner des exemples pour montrer aux femmes qui nous écoutent, aux jeunes filles qui nous suivent, qu'il n'est pas impossible de devenir une figure emblématique dans le syndicalisme en tant que femme. Alors, pour la petite histoire, je suis certainement la seule femme en Afrique francophone, d'ailleurs, et au Cameroun, à avoir été reçue par le feu Mohamed Kadhafi, le guide. Oui, parce que dans sa vision de mettre les États-Unis d'Afrique, il avait un certain nombre de problématiques qu'il voulait adresser, et il croyait en la femme. Il nous a reçus à Tripoli et nous avons eu l'honneur d'être reçus par lui, seulement les femmes. Nous étions près de 5000 participants à cette rencontre internationale, mais il nous a fait le privilège de recevoir que les femmes. Et ce qui m'a le plus impressionné, c'est que les 4 dernières, c'est-à-dire sa garde rapprochée, les 4 dernières personnalités que vous rencontrez, ce sont des femmes. Donc, ça c'est un privilège. Le deuxième privilège que j'ai eu en tant que femme leader syndicaliste, c'est que j'ai été élue à Vancouver, au Canada, parmi les 5 femmes africaines au niveau mondial pour le comité des femmes de la Confédération syndicale internationale. Et aujourd'hui, je reste encore la seule femme au niveau de l'Afrique francophone à siéger au niveau du conseil présidentiel de la Fédération syndicale mondiale. Donc, il y a autant de choses pour dire aux femmes que il est difficile de s'engager, mais il n'est pas impossible d'arriver à récolter des lauriers, arriver à défendre l'idéal qu'on poursuit en tant que femme. Donc, le regard de la femme que je suis, c'est d'inviter toutes les jeunes filles, toutes les femmes à s'engager dans le syndicalisme, et surtout que les femmes, elles font du syndicalisme tous les jours. Bien sûr, parce que nous revendiquons. On revendique toujours le droit de vote, entre autres. Voilà. Et même au-delà. C'est vrai qu'on se focalise souvent beaucoup plus les femmes qui revendiquent un peu dans le domaine du féminisme. Néanmoins, toutes les femmes ne sont pas féministes, il faut le rappeler aussi. Hein. Oui, disons que c'est une vision patriarcale du féminisme. Qu'est-ce qu'on appelle féminisme? Être femme et le dire et le revendiquer. Être femme, le dire et dire que j'ai le droit de vote, j'ai le droit de me sentir différente, j'ai le droit à ceci, j'ai droit à un salaire, j'ai droit à un salaire décent, j'ai droit à un environnement travail décent. Est-ce que cela être féministe? Si c'est cela être féministe, alors je suis féministe. D'accord. Oui, parce on aura compris. Oui. Alors aujourd'hui, on a le Bureau international du travail, voilà, effectivement, qui s'occupe des femmes, des jeunes filles, justement, à l'apprentissage peut-être des nouveaux métiers, entre autres. Est-ce que vous pensez que le BIT peut être justement relié justement au syndicat des travailleurs? Oui, mais nous sommes mandants du BIT. C'est-à-dire, vous savez que l'Organisation internationale du travail a 3 mandats. Il y a les employeurs, il y a le gouvernement et il y a les travailleurs à travers leurs organisations syndicales. Donc, c'est pour cela que l'État du Cameroun est obligé, quand il va à Genève, de conduire une délégation tripartite. Une délégation employeur, une délégation travailleur et une délégation gouvernementale. Donc nous faisons partie du Bureau international du travail. Et même pour la petite histoire, ce sont les travailleurs qui sont à l'origine de la création de l'Organisation internationale du travail. Parce que ce sont, ce sont les travailleurs qui ont revendiqué les 8 heures de travail. Ce sont les travailleurs qui ont revendiqué des meilleures conditions de travail. Et vous rappelez Chicago, où les travailleurs ont été tués. Voilà la base. Donc, l'Organisation internationale du travail, qui est née en 1919, est la première structure du système des Nations Unies. Et sa particularité est d'être tripartite. Donc, oui, les jeunes filles, oui, le secteur informel, oui, tous les travailleurs
ont le droit de s'adresser, par exemple, au Bureau international du travail pour adresser un certain nombre de questions, pour bénéficier des formations. Et moi, je suis un pur produit du BIT. Parce que pour la petite histoire, j'ai parcouru pas moins de 89 pays dans le monde. À partir des bourses, justement, de l'OIT. Nous avons au sein de l'OIT une structure qu'on appelle ACTRAV, Activité des travailleurs, qui s'occupe de la formation, de l'information et de l'accompagnement des organisations syndicales au niveau national et au niveau international. Donc les femmes, les jeunes filles peuvent bénéficier de l'accompagnement de l'Organisation internationale du travail, du BIT. Et d'ailleurs, que nous avons la chance d'abriter le bureau pays pour le travail décent au niveau du Cameroun. Donc, il y a un accord de siège avec l'OIT et le Cameroun a eu l'amabilité d'abriter justement le Bureau international du travail. Donc nous devons en profiter, nous devons en bénéficier, surtout les femmes, parce qu'elles restent toujours à la traîne. Les jeunes filles, elles restent à la traîne, alors qu'il y a des organisations, des institutions qui peuvent les accompagner. Un problème peut-être de communication, entre autres, la gestion peut-être du patrimoine, la gestion peut-être de l'état structurel, notamment le contexte culturel, entre autres l'état matrimonial aussi, peut-être le contexte aussi est peut-être pas cette décision. Il y a beaucoup de freins à l'épanouissement de la femme en tant que syndicaliste. Il y a beaucoup de freins. Vous savez, la société camerounaise est très patriarcale. Elle est très patriarcale. Et les femmes qui sont mariées, il est difficile. Difficile que certains hommes laissent leurs femmes aller au-devant des luttes, c'est au-devant des revendications. Et c'est pour cela que je voulais saluer. Notamment des syndicats. Voilà, je voudrais saluer mon époux. Je voudrais saluer mon époux et lui tirer le chapeau. Parce qu'il est celui-là qui m'accompagne au quotidien. Est-ce qu'il est syndicaliste aussi? Il est syndicaliste aussi. Ben, ça va. Il est syndicaliste aussi. Mais il est important aujourd'hui que les femmes se mettent dans la scène de la revendication. Parce que vous voyez, notre pays a mal à son développement. Parce que on a l'impression que les femmes sont toujours en retrait. On a l'impression que les femmes sont là pour amuser la galerie. On a l'impression que parfois dans les partis politiques... Il y a beaucoup de femmes qui entreprennent aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes politiques. Il y a beaucoup de femmes politiques, mais pour moi, les statistiques, ce n'est pas satisfaisant. Mais nous avons eu la conférence de Beijing. Mais quels sont les résultats de la conférence de Beijing aujourd'hui? Est-ce que le Cameroun a déjà eu une femme Premier ministre? Est-ce que le Cameroun a déjà eu une femme ministre de la Défense? Est-ce que le Cameroun a déjà eu une femme ministre des Relations extérieures? Combien de femmes sont dans la décision? Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a encore une longue marche. C'est vrai que je ne dénie pas ce qui a déjà été fait, mais je dis, c'est bien, mais c'est un peu trop lent, à mon avis, parce que les femmes ont beaucoup apporté, et surtout qu'elles ont de la compétence, elles ont de l'expertise, mais il faudrait des cadres pour la faire sortir, pour que cette compétence-là s'exprime. Et comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de femmes qui entreprennent, des génies. Je connais des femmes qui sont des génies, qui inventent des choses, qui créent des choses, mais qui restent toujours parfois méconnus du grand public. Donc, il est important qu'il y ait un accompagnement spécifique de la femme, de la jeune fille, pour la mettre en lumière, pour mettre en lumière sa créativité, pour mettre en lumière ses compétences. Alors, nous allons parler du Code du travail. Alors, que pensez-vous du Code du travail camerounais? Bon, vous abordez là un sujet épineux pour la syndicaliste que je suis. Bien sûr, vous êtes là pour ça. Oui. Le Code du travail camerounais, il est obsolète. C'est un code de 92. Alors, et il ne correspond plus. Il ne correspond plus au contexte aujourd'hui. Donc, le Code du travail, il est obsolète, et nous nous battons en tant que syndicalistes pour que ce code du travail soit réécrit, pas révisé. Réécrit, hein? Il faut qu'il soit réécrit parce que ce code du travail, il est liberticide, il ne profite pas aux travailleurs. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a beaucoup de revendications.
Oui, mais non, c'est-à-dire le contexte dans lequel a été rédigé ce code du travail, il ne s'y est plus aujourd'hui. Il y a de nouveaux métiers. Il y a le télétravail. Comment l'a-t-on codifié? Il y a même la notion du travailleur. Oui, avec la pandémie, voilà, il y a de nouvelles maladies qui ont fait. Comment est-ce qu'on adresse ces maladies-là? Comment est-ce que ces maladies sont codifiées? Donc, il y a beaucoup de choses qui va changer dans le code du travail, et surtout qu'on a déjà modifié la Constitution. Combien de fois? La Constitution qui datait de 96, on l'a déjà modifiée. Comment expliquer que le code du travail, qui est de 92, continue à être en vigueur, applicable jusqu'aujourd'hui, en 2021? Et je pense que c'est la base. C'est la base de toutes les violations des droits des travailleurs. Oui. Parce que quand le code du travail est comme la Bible du travailleur. Oui. Et c'est là qu'on définit les relations professionnelles. Mais si ce code du travail ne sied plus au contexte actuel, vous comprenez que il y aura toujours une insatisfaction, il y aura toujours une revendication. Merci. Nous allons continuer cette conversation, cet entretien tout à l'heure. Nous allons passer à la première rubrique avec Nadège Yogen. Alors, nous sommes de retour avec justement cette première rubrique avec Nadège Yogen. Bonsoir Nadège. Bonsoir Odile. Et bienvenue. Merci. Bon, je te laisse le soin de gérer justement Madame Tangono. Bonsoir Antoinette Tangono. Bonsoir Odile. Bienvenue chez vous. Merci, chez vous, chez nous. Très belle tenue. Merci. Comment vous allez? Très bien, merci. Et demain, que ferez-vous? Demain, c'est le 6 novembre. Que ferez-vous? Vous irez accompagner votre mari du côté du sud? Alors, déjà mon mari est du côté du sud, mais pas pour les mêmes. Je vous vois venir, je vois votre question qui sous-tend le 6 novembre, qui est la date de la prise de fonction du chef de l'État. Et nous allons, ce 6 novembre, vaquer à nos occupations en tant que syndicalistes. En tant que syndicaliste, parce que c'est aussi une manière d'accompagner le chef de l'État. Nous avons eu la chance d'avoir le président de la République qui est un visionnaire. Pour la petite histoire, j'ai lu pour le libéralisme communautaire par 3 fois. Et j'ai trouvé cette vision magnifique. Mais j'ai essayé de faire le lien entre la vision du chef de l'État et ce qui se passe sur le terrain. Je me suis demandé pourquoi il y a cette dichotomie entre la belle vision et ce qui se passe sur le terrain. Donc nous n'allons pas être dans les festivités en tant que telles. Nous allons continuer tranquillement notre travail,
qui est d'accompagner les travailleurs. Parce que quand les travailleurs se sentent mieux, quand il y a des droits qui sont respectés, je pense que nous accompagnons le chef de l'État dans sa vision. Alors demain pour nous, nous allons souhaiter joyeux anniversaire au chef de l'État à notre manière, syndicalement. D'accord. Alors vous allez répondre par oui ou non aux questions de nos internautes. Bien évidemment, apprécier certaines questions. D'accord. Ça vous arrange? Non, il n'y a pas de souci. On peut souci. y aller. Alors le métier de technicien de surface est-il valorisé au Cameroun? Non. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, ce métier est codifié par une loi de 68. Et vous comprenez qu'une loi de 68 ne peut pas être adaptée en 2021. Donc, non. Et à la suite de cette question, je puis déjà vous annoncer que les travailleurs domestiques qui font partie des techniciens de surface sont en train de s'organiser, en syndicat d'ailleurs, et la Confédération camerounaise du travail que je dirige les accompagne justement dans cette structuration de leur syndicat parce que justement leurs métiers ne sont pas valorisés. Bien rémunérés, on va dire. Non, il ne faut pas regarder simplement la rémunération. Il y a la rémunération, mais il y a l'environnement de travail. On peut être rémunéré, mais si on n'est pas à la CNPS, si on n'est pas couvert par, pour sa santé, si on n'a pas le repos, si on n'a pas droit à la parole, si les domiciles restent inaccessibles aux inspecteurs de travail pour voir dans quel environnement de travail sont ces travailleurs-là, alors il y a beaucoup de choses à faire. Donc la rémunération, oui, mais il y a beaucoup plus important parce que vous voyez, le travailleur, c'est d'abord la dignité. Un travail doit s'exercer dans des conditions de dignité et de sécurité. Et donc, pour le moment, ce n'est pas ça chez les techniciens de surface ou chez les travailleurs et les travailleuses domestiques. Heureusement qu'il existe déjà une convention où nous avons eu le privilège d'être à Genève et de l'adopter, la convention sur les travailleuses domestiques. Et je pense qu'il y a des choses qui vont s'améliorer. D'accord. Pour ou contre l'homosexualité? Alors, c'est une question. C'est une question à laquelle je ne peux répondre par oui ou non. L'Africaine que je suis, la Camerounaise que je suis, la mère que je suis, je dis non. D'accord. Pour ou contre la longévité des chefs d'État au pouvoir? Alors, la question, elle est ambiguë. Et oui ou non non, parce que une rénovation est toujours nécessaire. Mais oui, par rapport au travail que le chef de l'État qui est là pourrait faire. Alors c'est pour cela que je dis, c'est un peu ambigu de trancher oui et de trancher non. Parce qu'il y a les avantages de dire oui et des inconvénients aussi, des avantages de dire non et des inconvénients aussi. Quelle lecture faites-vous du SMIC camerounais contrairement ne m'en aux pays de la sous-région? Non, ça c'est... Gabon, on peut prendre l'exemple du Gabon à l'heure de la Côte d'Ivoire. Odile, c'est la honte. Il ne faut même pas en parler. 36 000, qu'est-ce que vous pensez qu'un travailleur puisse faire avec 36 270? J'ai entendu le ministre du Travail dernièrement annoncer la négociation sur le SMIC. Nous attendons voir en tant que syndicalistes. Mais vous savez, pour nous, ça a été le combat. Pour nous, c'est le combat de tous les jours. Parce que pour nous, il est indécent qu'un travailleur qui donne la force de son travail gagne 36 000. Pour nous, c'est indécent. Et donc, nous nous battons justement pour que ce SMIC soit revu à la hausse. Et d'ailleurs, c'est le dernier en Afrique. Qu'est-ce que vous proposez alors? Mais nous avons proposé de revaloriser cela. Même quand on a adopté le SMIC, pardon, la première fois, nous étions à un SMIC de 80 000. Nous étions à un SMIC de 80 000 parce que il y a eu des études. Nous n'avons pas proposé ces 80 000 au hasard. Il y a eu des études qui ont démontré qu'un travailleur célibataire
Et quand on prend le logement, la nourriture, le déplacement, la santé, 80 000 francs pour un travailleur célibataire. Donc nous avons proposé 80 000 francs pour un SMIC. Mais maintenant, vous savez, le SMIC, il est négocié de manière, on pourrait dire bipartite. Parce qu'en réalité, le gouvernement ne joue que le régulateur. Ce sont les employeurs et les travailleurs, à travers leurs organisations syndicales, qui négocient le SMIC. Mais maintenant, il y a, dans cette négociation, il y a le contexte qui influence généralement la dernière décision. Mais je pense que le ministre du Travail qui a annoncé cette négociation, on est en train, les syndicats sont en train de penser à une alternative. L'alternative, ce serait que les gagnent petits, on revoit le SMIC à la hausse, mais ceux qui gagnent déjà gros, on n'a pas besoin de revoir cela. Et ce n'est que justice. Ça, c'est la recherche de l'équilibre de la justice sociale. Donc, revaloriser le SMIC, pas forcément en revalorisant ceux qui gagnent déjà gros. C'est un problème de justice sociale. D'accord. La déviance en milieu scolaire, à qui la faute? Est-ce aux parents? À nous tous. À nous tous. À vous les médias, par rapport à ce que vous diffusez. À nous les parents, parce que certains ont démissionné de leurs responsabilités. Et à la société, qui ne fait rien, qui ne fait plus rien. Quand je dis la société, le gouvernement a failli dans ses responsabilités. Le gouvernement a failli dans ses responsabilités. Donc, à nous tous, la faute. Donc, il faut redéfinir les paradigmes de l'éducation au niveau du Cameroun. Il faut les définir en changeant de schéma mental. Parce que, tel que c'est parti, les déviances iront croissant. Je voudrais, si vous me donnez l'opportunité de le dire, quels sont les modèles que les jeunes ont aujourd'hui? C'est là où commence la déviance. Quels sont les modèles? Le modèle, dès que le Cameroun a pris pour modèle la Femania, c'est-à-dire que c'est celui qui a le plus d'argent, qui est bien vu, qui est acclamé, qui est... Voilà la base de la déviance. Donc, tout le monde, même les jeunes, veulent aller au gain facile maintenant. L'éducation est dévoyée parce que les enseignants sont paupérisés. Est-ce que ces jeunes-là sont à l'image de notre Cameroun? Mais c'est le Cameroun. C'est le Cameroun. À qui la faute donc? Mais à nous tous. À nous tous. À nous tous. Et surtout au gouvernement qui a la responsabilité d'organiser la société. La responsabilité première et même essentielle revient au gouvernement parce que c'est le gouvernement qui doit fixer les règles. Et quand ces règles-là ne sont pas fixées et quand il n'y a plus de modèles vers lesquels les jeunes peuvent se retourner, vous comprenez qu'on a envie que le modèle des gens qui ont de l'argent. Donc il est extrêmement urgent. Si on dit que les jeunes sont le fer de lance de la nation, il est urgent de redéfinir le contrat social. Quelle est la société que nous voulons aujourd'hui? Il est extrêmement urgent. Sinon, nous allons perdre toute notre jeunesse. Le droit des travailleurs est-il respecté au Cameroun? Non, ça c'est... Je le dis sans avaler ma salive. Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui coince? Le gouvernement. Toujours le gouvernement. Non, je vais prendre deux exemples. Je vous ai dit en définition que le syndicat, c'est un organisme, c'est un organe qui défend et protège les droits des travailleurs. Mais quel est l'environnement dans lequel les syndicalistes font leur accompagnement des travailleurs aujourd'hui? Nous sommes dans un État militarisé. Les syndicats, quand vous entendez, les syndicats ne peuvent plus se mouvoir à leur aise. Et je vous dis, et ce n'est pas moi qui le dis, j'ai ici le comité, c'est-à-dire les observations finales concernant le 4e rapport périodique du comité économique et social des Nations Unies. Et vous me permettrez de lire juste un petit espace pour répondre à votre question.
Le comité note avec préoccupation que le cadre juridique de l'État parti, c'est-à-dire du Cameroun, impose des conditions excessivement restrictives à l'exercice des droits syndicaux, notamment le droit de grève. Le comité s'inquiète des allégations de faits de violence, intimidation et discrimination à l'égard des dirigeants syndicaux et les grévistes. Il relève également avec préoccupation que l'article 2 portant sur la loi des actes, vous savez que nous avons maintenant la loi sur le terrorisme. Et cette loi sur le terrorisme peut s'appliquer aux syndicalistes. Quand vous savez que le mode d'expression du syndicat, c'est les manifestations. Donc, vous voyez que ce n'est pas nous qui disons. Même les Nations Unies attirent l'attention du Cameroun que l'exercice syndical au Cameroun, l'activité syndicale au Cameroun est dangereuse. Donc vous devez nous tirer le chapeau. Hein. Nous qui on s'aventure encore à être des syndicalistes, vous devez nous apprécier. Parce que le milieu dans lequel nous exerçons cette activité est un milieu qui est devenu extrêmement difficile. Les droits ne sont plus respectés au niveau de notre pays. Je vais vous prendre un exemple si vous avez convenance. Allez-y. Le premier exemple, c'est la Commission nationale des droits de l'homme qui a été mise sur pied. Cette commission a violé sa propre loi organique. On demande que dans cette commission, il y ait 30% de femmes. Allez vérifier, il n'y en a que 18. Mais qu'est-ce qu'on a fait? C'est la commission qui doit défendre les droits. Mais c'est cette commission qui commence à violer les droits. Nous avons un autre exemple. Le 27 octobre, il a été procédé au niveau du Cameroun, l'élection des délégués du personnel. Nous sommes, la Confédération camerounaise du travail, accompagne les travailleurs de cette commission. Il n'y a pas eu élection à la commission. Pourquoi? Parce que dans ce pays, les droits des travailleurs restent du menu fretin. Je voudrais terminer par l'exemple, notre ministère de tutelle. J'enlève le mot tutelle, notre partenaire technique qui est le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a procédé aux élections, mais c'est des candidatures indépendantes. Ils ne sont pas syndiqués. Et il y a toutes les structures étatiques pratiquement qui n'ont pas procédé aux élections des délégués du personnel. Ça, c'est la violation des droits du travailleur. Ça, c'est une violation. Les élections du personnel sont un moment de l'expression démocratique en entreprise. Refuser le droit de vote aux travailleurs, c'est une violation excessivement grave. Mais qu'est-ce qu'on fait? Madame Tangono, vous n'allez pas, je vais dire, terminer. Quel diagnostic faites-vous de la situation du travailleur au Cameroun? Non, la situation du travailleur, elle est catastrophique. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a des revendications partout. Il y a des entreprises d'État qui n'affilient pas leurs travailleurs à la CNPS. Il y a des entreprises d'État qui ne payent pas, qui ne reversent pas les cotisations à la CNPS. Et quand leurs travailleurs s'en vont à la retraite, ces travailleurs, c'est-à-dire que sont laissés à eux-mêmes, sans que cela n'offusque vraiment l'État du Cameroun ou les structures en charge de ces travailleurs-là. Donc, est-ce que vous êtes même écouté par le gouvernement ou alors accompagné? Ça, c'est une question qui a sa réponse à l'intérieur. Non, nous ne sommes pas écoutés. C'est-à-dire ce qui se passe avec les syndicats aujourd'hui, c'est du saupoudrage. Vous remarquerez que, et vous le reprochez souvent aux syndicats, il y a un préavis de grève. On a lancé un préavis de grève. Et le lendemain, vous voyez, on a levé la grève. On a levé la grève parce que on s'est assis autour du ministre du Travail, autour d'un ministre sectoriel, et que cela, on s'est dit, non, on n'allait pas à la grève parce que ça va s'arranger.
alors que ça ne s'arrange pas. Et le lendemain, on suspend la grève et 2 semaines après, on reprend la grève parce qu'on n'apporte pas de véritables solutions aux problèmes posés par des travailleurs. On fait du saupoudrage, on calme un peu la situation, mais vous voyez que tous les secteurs sont en déliquescence. Tous les secteurs sont en alerte parce que le travailleur d'aucun secteur n'est satisfait de l'environnement du travail, qu'on soit dans le secteur public, qu'on soit dans le secteur privé. D'accord. La liberté d'opinion existe-t-elle au Cameroun? Oui, mais elle est limitée. La liberté d'opinion existe puisqu'il y a déjà cette... je peux parler. Allez-y. Non, je dis aujourd'hui, je peux parler librement. Je suis syndicaliste et là, je suis sur votre plateau, je parle librement. Sauf que vous n'êtes pas écouté. Oui, sauf qu'on n'est pas écouté. Or, pour être écouté, nous avons des moyens d'action en tant que syndicaliste pour être écouté. C'est la manifestation, c'est des marches. Mais pouvez-vous marcher au Cameroun? Il est impossible aujourd'hui d'organiser une marche syndicale au Cameroun, fût-elle pacifique. Il est aujourd'hui impossible au Cameroun de prendre des pancartes et revendiquer ses droits. Je vous dis la loi sur le terrorisme. Je vous reviens sur les conclusions des Nations Unies. Oui, on peut parler. Et cela, on dit, oui, laissez-les parler. C'est des syndicalistes, c'est la parlotte. On laisse parler pendant que nous faisons ce que nous avançons dans ce que nous voulons. Mais il faudra qu'un jour ça s'arrête. Il faudra qu'un jour ça s'arrête. Parce que le corps social au niveau du Cameroun est en train de bouillir. Et j'ai bien peur. J'ai bien peur qu'on arrive comme le lac Nyos. Vous savez, le lac Nyos a tellement accumulé de gaz. Et on n'a pas à tant dégazer ce lac Nyos comme on le fait aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu, boum! Combien de morts? Près de 2000 morts. Alors, il est important aujourd'hui qu'on écoute le corps social. Parce que le corps social est malade. Les syndicalistes parlent, les syndicalistes envoient des signaux et le gouvernement reste indifférent. Au Cameroun, il n'y a pas une loi sur les syndicats. Le code du travail, il est obsolète. Toutes les structures tripartites où les syndicats doivent y être, les syndicalistes n'y sont pas. Le Conseil économique et social, où les syndicalistes doivent apporter leur expertise sociale et économique, n'existe pas. Alors, c'est un bouillonnement. Donc, nous envoyons un message aux décideurs. Et il faut faire très attention que quand le message ne sera plus perçu, qu'est-ce qui va arriver? On ne sait pas. Mais vous allez continuer à marcher. On ne marche même pas d'ailleurs. On ne marche pas. On ne marche pas. On ne nous donne même pas la possibilité de marcher. Mais vous savez, quand on aura là le bord, on va marcher et l'armée va tirer sur nous. D'accord. Comment viviez-vous les crises dans les régions dites anglophones? Bonne question. Mais avant de dire ce que je pense de la crise, il faut d'où est partie la crise. La crise est partie justement des revendications syndicales. La crise est partie des revendications syndicales, des revendications de corporations, des revendications des enseignants, des syndicats des enseignants, des revendications des avocats, une corporation. Mais parce que justement les syndicats ont parlé, les syndicats ont attiré l'attention et les décideurs ont dit laissez parler. Le chien aboie, la caravane passe. Et aujourd'hui, la caravane s'est arrêtée et la bombe a éclaté. Il ne faut pas que cela gangrène tout le pays. Il faut s'arrêter et écouter le corps social. Le corps social est malade au Cameroun. Les droits des travailleurs ne sont pas respectés. Et les premiers qui violent ces droits, ce sont des structures étatiques. Ce sont des organismes étatiques qui sont pour la plupart. Je salue même le secteur privé qui essaye de faire des efforts de respect des droits. Mais il faut que ces structures-là qui pensent être à l'abri d'un certain nombre de désagréments
commencent à faire très attention. D'accord. Pour sortir la sécurité sociale, on a tout pour lutter contre la pauvreté? Non. Non. La sécurité sociale, quand vous avez fait une évaluation de la sécurité sociale, les textes officiels disent que 20% de la population est couverte. Nous, au syndicat, nous disons non. On n'atteint même pas 10%. Pourquoi? Vous savez, le secteur informel représente 90% de notre économie. Est-ce que le secteur informel est couvert par la CNPS? Est-ce que le secteur informel est couvert par quelque assurance que ce soit? Non. Alors, si 90% de la population camerounaise, des producteurs de la richesse, sont laissés au bord de la rue, vous me parlez de sécurité sociale? Elle n'existe pas au Cameroun. Je pense qu'un début de solution est en train d'être trouvé avec la couverture santé universelle. Mais encore, faut-il avoir des bons mécanismes? Et tel que c'est parti, j'en doute. Antoinette Tangono, merci d'avoir répondu aux questions de nos internautes. Je vous remercie, Odile, et ça a été un réel plaisir. C'est Nadège. Nadège, pardon. Nadège, ça a été vraiment un réel plaisir d'échanger avec vous. Merci Nadège, ça a été vraiment assez concluant parce qu'on voit réellement que cette dame est une syndicaliste. On se serait cru justement à une revendication. Alors nous allons continuer avec Madame Antoinette Tangono. Tout à l'heure vous allez parler justement du Code du travail, vous avez parlé de la Commission des droits de l'homme et des libertés. Alors vous allez nous dire, peut-être c'est la thématique, pour qui roule le comité, la Commission nationale des droits de l'homme? Alors, pour qui roule? À mon avis, la commission aujourd'hui, c'est la Commission des droits de l'homme du Cameroun. Elle a changé d'appellation parce que à l'époque c'était la Commission nationale des droits de l'homme et aujourd'hui c'est devenu la Commission des droits de l'homme du Cameroun. Pour qui elle roule? Elle devrait rouler. Elle devrait rouler pour protéger et promouvoir les droits de l'homme. Mais nous commençons. Moi, en tant que syndicaliste, je commence à douter parce que je ne vois pas les actions de cette commission. Je ne vois pas les actions de protection. Il y a des femmes qui sont tuées tous les jours. Il y a des enfants qui sont assassinés. Il y a la drogue en milieu scolaire. On n'entend plus la commission. On ne les entend pas. Et même à l'intérieur même, il y a des violations. Donc, il est important vraiment de se poser la question pour qui elle roule. Peut-être pour les membres. Oui, on a vu justement une de vos sorties, notamment, vous en avez parlé avec Nadège, concernant justement l'élection des délégués du personnel. Effectivement, que pensez-vous justement de cet attentisme qui n'a pas été remarqué, et justement de cette absence de la commission, notamment qui s'est déroulée le 27 octobre dernier? Ben, il faut déjà vous dire que la Confédération camerounaise du travail a un syndicat affilié à cette commission, dont nous avons 90% des syndiqués à cette commission. Nous avons entamé le processus dans les délais. Nous avons sélectionné les potentiels délégués du personnel. Nous avons tout fait. Nous avons même fait la campagne. Et à la dernière minute, plus rien. Et non seulement les travailleurs n'ont pas été informés pourquoi il n'y a pas eu élection dans cette commission, mais nous, les syndicats qui sommes dans cette structure, nous n'avons pas été informés. Dans les coulisses, on dit que on souhaiterait que tous les travailleurs de la commission démissionnent des syndicats pour être des travailleurs ou des délégués du personnel indépendant. Et ce n'est pas le propre simplement de la commission. Il y a d'autres structures qu'on peut citer. Dans le secteur du transport, nous avons des structures qui refusent l'entrée des syndicats dans les structures et qui refusent même de faire les élections des délégués du personnel. Or, je voudrais... Et dans cette mesure, quelle est la décision à prendre quand c'est justement ces employeurs et peut-être ces entreprises refusent justement d'avoir des syndicats? Ben, il faut dénoncer déjà parce que vous savez que la liberté syndicale est consacrée d'abord au niveau international par deux conventions. Il y a la convention 87
sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical. Oui. Et il y a la Convention 98 sur le droit de négociation. Mais et maintenant, quand on est au niveau national, il y a la On parle de Constitution. convention collective. Oui, il y a déjà la Constitution même du Cameroun qui énonce la liberté syndicale dans son préambule. Et vous avez le Code du travail qui a consacré pas moins de 20 articles pour parler de la liberté syndicale. Et vous voyez qu'il y a dans les conventions collectives qui sont négociées, la liberté syndicale est en bonne place. Mais le problème au Cameroun, c'est que entre les textes et l'application des textes, il y a un océan qu'il faut boire. Il y a un océan qu'il faut boire. Donc, les gens piétinent, les employeurs, les décideurs piétinent allègrement le droit du travail sans que, comme il n'y a pas de moyen de coercition, et vous savez que le travailleur, c'est celui-là même qui n'a pas un pouvoir d'achat. Or, on vous dit, allez en justice. Même quand vous allez en justice, nous avons des problèmes en justice, des différents collectifs, des différents individuels qui font 10 ans. Or, la plupart des temps, quand les travailleurs vont en justice, c'est pour revendiquer les salaires qui n'ont pas été payés. Or, vous savez que le salaire a un caractère alimentaire. Quand il faut attendre 10 ans pour qu'une revendication de salaire aboutisse, vous comprenez que le travailleur qui n'a pas une surface financière assez conséquent va abandonner et va se retrouver, va aller grossir le secteur informel. C'est pour cela que vous avez pratiquement 90% de l'économie informelle au Cameroun. Parce que dans cette économie informelle, c'est tous ceux qui n'ont pas eu d'emploi, c'est tous ceux qui ont des compétences mais qui n'ont pas d'emploi, et c'est tous ceux qui perdent leur emploi. Parce qu'il n'y a pas une réponse gouvernementale pour redéployer ces compétences-là. Dès qu'on est licencié, on vous dit allez au tribunal et nous connaissons notre justice. Merci. Alors nous allons lire quelques messages avant de prendre la suite avec les photos. Bonsoir camarade présidente, je crois qu'il faut également évoquer le problème de la loi sur les syndicats bloqués, toujours par le gouvernement, camarade Moukouri. Oui, je l'ai dit, camarade Moukouri, effectivement. Et c'est à dessein que le gouvernement ne voudrait pas qu'il y ait une loi sur les syndicats. C'est pour continuer à clochardiser les syndicats. C'est pour continuer à diviser les syndicats. Et c'est même pour continuer à ne pas écouter les syndicats. Vous voyez, au niveau, il y a un fameux débat sur la subvention. On dit, si on va donner la subvention aux syndicats, on va acheter les syndicats. Je vous rappelle qu'en France, 90% des avoirs des syndicats sont la subvention de l'État. D'accord. Au Gabon, le Gabon, à côté de nous, la Guinée équatoriale, les syndicats sont subventionnés à coût de millions, 500 millions au moins. Et il y en a même qui vont jusqu'au milliard. Donc, c'est pour cela qu'on ne voudrait pas qu'il y ait une loi qui peut, sur les syndicats, qui peut protéger non seulement l'activité syndicale, mais aussi le leader syndical que nous sommes. Alors, quand il n'y a pas cette loi-là, qu'est-ce qui nous protège? Nous faisons le syndicat à nos risques et périls. Et je vous dis, je ne vous dis pas combien de fois j'ai eu beaucoup de problèmes. À l'état actuel, le gouvernement, pour me bâillonner, a donné un titre foncier à un employeur sur des mises en valeur que nous avons fait depuis des années. C'est pourquoi? C'est-à-dire parce que, et c'est la conséquence d'une grève que j'avais organisée. Et vous voyez qu'il y a toujours des moyens insidieux pour que vous, syndicalistes, vous ne fassiez pas votre travail. Donc, au niveau du syndicat aujourd'hui, ce n'est que du saupoudrage. On nous tolère. Nous sommes tolérés. Nous ne sommes pas écoutés. La lutte continue, on va toujours le dire. Alors nous allons passer, n'est-ce pas, à faire défiler quelques images et puis vous nous donnerez votre avis avec le concours de la régie. Ouais. Vous savez qui est cette dame? Madame Aïssa Doumara.
Elle a reçu le prix Simone Veil en 2019, justement, contre les violences faites aux enfants, à la protection des femmes et des jeunes filles. Qu'avez-vous comme regard, notamment concernant ces dames? Mais c'est des femmes qu'il faut prendre pour modèle. Parce que ce n'est pas facile, en tant que femme, de mener une lutte. Et surtout une lutte pour remettre en cause l'établissement patriarcal que nous avons dans notre société. Ça, c'est une femme à féliciter, c'est une femme à soutenir. Qui aujourd'hui s'occupe de ALVF Extrême Nord. Exactement. Association de lutte contre les violences faites aux femmes. Et ça, c'est un long combat. Ce n'est pas aujourd'hui, si elle reçoit ce prix, c'est mérité. Parce que c'est un combat qu'elle a mené. Et vous connaissez l'Extrême Nord. C'est une société déjà qui est assez fermée et où les pratiques, c'est-à-dire les traditions sont encore assez rudes pour surtout en ce qui concerne la femme. Donc vraiment, elle a ce prix-là, elle le mérite. D'accord. Nous allons passer à la seconde image. L'OIT. Oui, monsieur Clément Bama, Célestin Bama. Oui, c'est un syndicaliste. Oui, justement, le secrétaire général de la CSTC. Exactement. Justement, quel est le regard que vous portez, justement, monsieur? Alors, c'est un camarade. Où nous ne sommes pas toujours d'accord sur la méthode ou sur la manière de penser, mais nous menons la même lutte. Nous pouvons utiliser des moyens divergents, mais je pense que nous avons le même objectif, faire à ce que les droits des travailleurs soient respectés. D'accord. Nous allons passer donc à l'image suivante. Ah, le consommateur. Oui, Delors Magellan. Oui, Delors Magellan, comme ça, c'est quelqu'un avec qui, c'est un jeune, je l'appelle mon fils généralement, quand je le rencontre. C'est aussi quelqu'un qui croit à un idéal. L'idéal est que le consommateur doit être traité à la juste mesure. Il faut avoir le juste prix. Mais maintenant, il est comme les syndicalistes. Est-il écouté? Est-ce que l'action porte? Bon, j'ai vu qu'il a été coopté par le ministre du Commerce. À la Nord. À la Nord aussi. Ouais. Bon, peut-être qu'il fera bouger les lignes. Peut-être que sa contribution permettra à ce que le consommateur soit mieux rémunéré, mieux prise en compte. Mais en tant que consommatrice, aujourd'hui, je vais me plaindre parce que je l'ai devant moi. Je viens d'acheter le sac de sel à 3500 alors qu'il était à 2500. Tout grimpe. Alors, président, il faut faire quelque chose. Hein. Il ne faut pas aller s'asseoir dans la mangeoire et oublier les consommateurs que nous sommes. D'accord. Alors, nous allons passer à l'image suivante. Monsieur Denis Kwebo. Ben, on ne l'entend plus depuis qu'il a la commission. D'accord. On ne l'entend plus. Tout à l'heure, vous vous plaignez, même dans les réseaux sociaux, vous avez dit il y a des journalistes dans la commission, il y a des magistrats. On ne l'entend plus. Donc, on a sous-entendu que vous parliez de Denis Kwebo. Hein. Bien sûr. Je pense qu'il est le président d'un syndicat. Oui, président national du SNC. Président national. Comment a-t-il pu laisser qu'à la commission où il est, qu'il n'y ait pas des élections? Et personne n'a rien dit. Aucun membre. Et je vous rappelle qu'à cette commission, il y a au moins 2 membres qui sont des inspecteurs de travail. Et on m'a remplacé, pour la petite histoire, on m'a remplacé par un inspecteur de travail retraité. Qui connaît la loi, qui connaît l'importance des délégués du personnel. Comment est-ce que ces magistrats, ces hautes personnalités, ces avocats, ces éminentes personnalités ont laissé passer une telle incongruité? Comment, président, avez-vous pu supporter qu'il n'y ait pas d'élection à une commission des droits de l'homme? Ça, c'est la question. Oui, c'est la question que vous posez à M. Denis Kwebo. Oui. Alors, nous allons passer à l'image suivante. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Ça, c'est notre partenaire technique. Et comme je le disais, je ne suis pas toujours d'accord avec lui. Je parle au niveau de la Confédération camerounaise du travail. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais c'est notre partenaire technique. Nous devons travailler
ensemble, chacun gardant sa posture, lui comme membre du gouvernement et moi comme syndicaliste qui doit lui porter les revendications du monde du travail, les revendications du corps social. Monsieur le ministre, vous devez faire un peu plus parce que nous avons l'impression que les choses ne bougent pas beaucoup. Il y a beaucoup de réunions, mais peu de décisions. Où est passée la loi sur les syndicats? Où est passée la révision ou la réécriture du Code du travail? Où sont passées toutes les instances de dialogue social où les syndicats sont représentés? Rien ne bouge, monsieur le ministre. Il faut faire un peu plus. Peut-être que nous devons aussi être un peu plus violents syndicalement. Peut-être. Alors, nous allons passer à l'image suivante. Maître Alice Com. Maître Alice Com. Elle est d'une... C'est une femme que j'admire. D'accord. Parce que quand elle croit à une idée, elle ne lâche pas. Et c'est ça. Il faut avoir une vision. Et il faut s'accrocher sur la vision. Même si elle ne plaît pas à tout le monde. Moi, je ne l'apprécie pas, peut-être pour un certain nombre de prises d'opposition. Mais j'ai l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que quand elle veut quelque chose, elle y met les moyens et elle n'a pas sa langue dans la poche pour dénoncer ce en quoi elle croit. Et ça, nous avons besoin des femmes. Nous avons besoin des femmes comme ça qui croient à des idées et qui se battent pour que ces idées-là soient mises en œuvre. D'accord. Et nous allons prendre la dernière image. Professeur Alice Nga Minkala. Oui. Et ça, c'est aussi une femme de tête. C'est une femme qui a un mérite. Je la suis parfois à travers des conférences. Je ne la connais pas personnellement, mais comme vous savez, je lis beaucoup, je suis beaucoup l'actualité sur les réseaux sociaux. Donc, nous avons, c'est-à-dire que, vous voyez toutes ces femmes que vous avez fait défiler, elles ont quelque chose de magique, elles ont quelque chose de magnifique. Elles ont une vision, elles ont eu un rêve, elles y croient. Elles y croient. Même si cette société patriarcale qui ne nous laisse pas toujours émerger à la dimension de ce que nous voulons être ou de ce que nous sommes, il y en a qui sortent du lot, il y en a qui se distinguent. Vous avez peut-être pas l'image de Biwole que Dr Biwole oui. Prochainement, si on vous reçoit, ce sera la première image qu'on mettra. Alors. Voilà, tout à fait. Merci d'avoir pu répondre à ça. Alors, nous allons parler aujourd'hui des femmes, notamment dans le domaine du travail. On sait que certaines femmes sont harcelées. Il y a aussi le volet salaire, parce que des fois, on retrouve des femmes, notamment en Occident, et même en France, elles se plaignaient justement d'avoir plus de diplômes, mais un salaire moins élevé que celui de ceux des hommes. Que pensez-vous justement de cette démesure qui continue de... Pourtant, on se dit dans des pays développés, est-ce que selon vous, il faudrait se plaindre de revendiquer justement cet état des choses? J'ai suivi ces statistiques en France où vraiment l'écart salarial entre les hommes et les femmes est énorme. Et je me suis dit, waouh, comment? Dans un pays d'égalité, de fraternité, comment est-ce qu'il peut avoir une telle disparité? Je vais être honnête, au Cameroun, ce n'est pas la même. Nous avons la chance. Nous avons la chance parce qu'au Cameroun, à salaire égal, à travail égal, salaire égal. Au niveau des conventions. Donc, il n'y a pas de discrimination en matière de droit de travail. En matière salariale, les femmes, si vous êtes à un poste, au même poste qu'un homme, vous avez les mêmes salaires, surtout que les salaires sont déjà stratifiés. Quand on est à 1-1, on attend quand on est en A2 ou quand on est en septième catégorie. Donc, à la base salariale, elle est bonne au niveau du Cameroun. On ne peut pas se plaindre en tant que femme. Mais maintenant, au-delà de la base salariale, il y a les avantages liés. Les avantages liés à ce travail-là. Là où la différence commence à se faire ressentir, c'est au niveau des postes stratégiques et au niveau des postes de décision. Donc, ce qui fait la différence entre la femme camerounaise et l'homme camerounais, c'est parce que on remarque que les hommes sont beaucoup plus
nommées ou occupent beaucoup plus de postes stratégiques avec tous les avantages que cela comporte que les femmes. Mais la base salariale, si c'est 100 000 francs pour une infirmière, c'est 100 000 francs pour tout le monde, qu'on soit un homme ou une femme. La discrimination va se faire au niveau des avantages, au niveau des postes, au niveau des nominations, qui restent discrétionnaires. Je me demande à la discrétion de qui et comment. C'est pour cela que vous avez, vous avez évoqué tout à l'heure le harcèlement en milieu de travail. Effectivement. La femme aujourd'hui est victime justement de son fait de femme. Parce qu'on pense que la femme ne peut pas arriver, la femme ne peut pas avoir un poste stratégique sans qu'il n'y ait des promotions canapé. Mais mon Dieu, il y a des femmes qui sont compétentes. Il y a des femmes qui sont d'une intelligence. Et quand vous allez voir un certain nombre de statistiques au niveau de nos écoles, vous verrez que les femmes sont, c'est-à-dire parfois même premières, les femmes tiennent le peloton de tête. Effectivement. Mais ce plafond de verre, comme on l'appelle, ce plafond de verre, quand on arrive en milieu de travail, parce que le chef que vous trouvez est un homme, partout les strates, ce sont des hommes, alors on commence à redéfinir maintenant on peut dire les mécanismes d'accession à un poste. Et on va croire que la femme qui arrive recteur d'université, la femme qui arrive DG, la femme qui arrive ministre, c'est parce qu'elle a dû passer par le canapé d'un des décideurs. Que non, que non. Et c'est ça qui entraîne le harcèlement sexuel en milieu de travail. Je ne dis pas à l'état actuel que les hommes ne sont pas aussi harcelés. Hein. Les hommes sont de plus en plus harcelés, il faut aussi le dire. Mais le pourcentage le plus élevé, c'est au niveau, c'est au niveau des femmes. Et là, je pense que le BIT a des conventions. Oui, on peut faire valoir ces conventions sur le harcèlement en milieu de travail pour dénoncer. Il faut avoir le courage de dénoncer. Il faut que les femmes aient le courage de libérer la parole. Parce que le harcèlement perdure, parce qu'elle reste silencieuse. Elle n'ose rien dire. La secrétaire du DG ou la secrétaire de tel ou de tel ou de tel autre responsable, parce que peut-être elle veut garder sa place, elle est obligée de supporter un harcèlement. Mais à un moment, il y a des problèmes, elle rencontre des problèmes psychologiques qui peuvent même aller aux problèmes physiques. Elles ont des maladies, ainsi de suite. Voilà, on va parler peut-être d'emploi décent. Oui. Alors, le Camerounais actuellement aujourd'hui, parce que les messages qui arrivent, on parle d'emploi décent toujours, on aimerait savoir comment faire pour avoir un emploi décent. On sait par exemple en France, on a Pôle emploi, on a la NPE, et si jamais il y a un problème avec peut-être un employé individuellement, il y a les prud'hommes, vous pouvez aller au prud'homme. Oui, mais au Cameroun, comment ça se passe? Alors, est-ce qu'il y a le travail décent au Cameroun? Oui. Non, il n'y a pas de travail décent. Parce que le travail décent, je pourrais le résumer en 4 piliers. Il faut que l'emploi soit disponible. Est-ce que tout le monde peut accéder à un emploi aujourd'hui au Cameroun? Non. Il faut que la sécurité sociale ou la protection sociale soit effective. Est-ce que les quelques personnes, les quelques travailleurs qui sont dans les entreprises ou bien qui sont dans les structures étatiques sont toujours protégés? Je dis non. Le troisième pilier, c'est les normes, le respect des normes internationales du travail. Est-ce que les normes internationales du travail sont respectées en milieu de travail aujourd'hui au Cameroun? Je dis non. Et le quatrième pilier, le dialogue social. Est-ce que le travailleur lambda est-il capable de faire entendre sa voix au niveau de son employeur et que son employeur prenne en considération ce qu'il dit? Je dis non. Et je conclus que le travail décent au Cameroun n'existe pas. D'accord, le travail décent au Cameroun n'existe pas. Cependant, oui. Vous avez parlé des prud'hommes
au niveau de la France. Au niveau du Cameroun, il existe ce qu'on appelle le tribunal social. Le tribunal social. Mais nous, les syndicats, nous sommes aussi en train de revendiquer, de nous battre pour que ce travail, c'est-à-dire ce tribunal social, soit à l'exemple justement des prud'hommes en France. Parce que les magistrats ne sont pas toujours bien formés sur le droit du travail. Ils sont formés de manière dans le droit commun, le droit pénal, mais le droit du travail est très susceptible. Le droit du travail a des inflexions que parfois, quand on ne les maîtrise pas, c'est difficile. C'est pour cela que vous allez voir certains magistrats prendre du temps pour essayer d'abord de comprendre de quoi il s'agit. Je viens de suivre, d'accompagner un collectif des ex-travailleurs de Kamwata. D'accord. De 2015. Le verdict a été rendu en 2020. Vous voyez un peu. Oh, c'est des travailleurs qui attendaient depuis 20 ans. Et le tribunal a pris tellement de temps parce que pas toujours parce que la mauvaise volonté des magistrats, mais parce que les magistrats ne sont pas toujours habitués au droit du travail. C'est pour cela qu'à ce travail social, il y a des assesseurs. Un assesseur employeur, un assesseur travailleur. Même là, même à ce moment, à quoi servent les assesseurs? Vous pensez que le juge, quand il prend sa décision, il la prend dans son intime conviction. Et l'assesseur ne peut apporter que, je ne sais pas, son avis, mais la dernière décision. Or, les prud'hommes, il y a vraiment un tribunal de travail. Et nous appelons de tout nos voeux qu'au niveau du Cameroun, il y ait un tribunal qui n'adresse que des problèmes spécifiques de travail et que des juges soient formés dans le sens du droit du travail. Et il y aura une certaine célérité justement dans le rendu de justice au niveau du monde du travail. Alors nous allons terminer avec cette dernière question qui concerne justement vos camarades du secteur informel. Bon, il y a l'ANOCIL qui est l'Association nationale des opérateurs du secteur informel pour la lutte contre la pauvreté avec à la tête M. Yim Gamoussa. Que je connais très bien, un camarade que je salue d'ailleurs pour son action. Il compte faire une marche pacifique ce 11 novembre 2020 et ce 5 novembre, il a adressé une lettre au chef de l'État en collaboration avec la CSTC et les syndicats des transporteurs. Est-ce que vous pensez que les marches pacifiques peuvent aboutir à ce qu'on ait justement des revendications qui puissent être écoutées par le gouvernement? Vous savez, le gouvernement a une stratégie qui fonctionne très bien. Avant le 11, on va l'appeler à la table de négociation. On va les appeler à la table de négociation pour dire qu'on vous a compris, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale certainement, ou un autre ministre va les appeler pour dire on vous a compris, qu'est-ce que vous revendiquez, voilà les points, nous sommes au courant, vraiment nous prenons cela au sérieux, attendez, nous allons mettre, quand c'est bien fait, on va mettre un comité sur place qui va essayer de réfléchir sur les solutions à apporter. C'est comme ça que fonctionne le gouvernement aux revendications. Je serais dubitative que cette marche pacifique, mais toutes les marches sont pacifiques. D'accord. Même les marches syndicales sont pacifiques. Les marches syndicales n'ont pas vocation à casser quoi que ce soit. Les marches syndicales ont vocation à faire entendre les revendications qui n'ont pas été satisfaites. Donc là, on va les appeler à la table de négociation. Peut-être il y aura un comité qui sera mis sur pied et rebelote. Donc, je souhaite aux camarades vraiment de ne pas lâcher, de ne pas cesser, parce que je le redis, le secteur informel, c'est 90% de l'économie
au niveau national. Oui. Vous voyez un peu, 90% de la population du Cameroun qui vit dans une insécurité salariale, insécurité sanitaire, insécurité sociale, de protection sociale. 90%. Oui. Mais c'est très grave. Donc, il faut prendre cette revendication au sérieux. Et surtout que le chef de l'État, qui est à l'écoute, qui est à l'écoute de tous les travailleurs, a donné des instructions, mais des instructions, ma foi, je ne sais pas, qui n'ont pas été respectées et qui traînent dans des tiroirs. Peut-être il faut dépoussiérer tout cela pour que ça soit rendu possible. D'accord. Mais nous arrivons déjà au terme de cette émission. Mais néanmoins, voilà, il y a beaucoup de temps. C'est pas les revendications ici, hein, Madame Antoinette. Néanmoins, je crois que les Camerounais vous ont suivi. C'est justement quelque part une manière justement de terminer l'émission. Oui. Vous pouvez dire quelques mots en votre langue. En ma langue? Oui, vous vous adressez au public, peut-être même à vos camarades syndicalistes, entre autres, et peut-être aux femmes aussi qui vous écoutent. Vous avez parlé de femmes qui devraient s'engager dans les syndicats, entre autres. Alors, malheureusement, tous mes syndiqués ne sont pas de ma langue, mais ceux qui sont un peu de ma langue vont dire Majona, Mino Boteba Sai, Mia Yane bien fille et Sajanan. Eyon mia bilika fille Sajanan, Zane Yelane e syndicat. Amu syndicat tam, Yane mia volena, Nibi, Ojom Niayi. Un de feu, un faya binga, a binga, tebane betetele, bien bien no long Cameroun, but vous voir ko bona, babu voir long, babu voir cham. Bien binga, bien bon, bien sai, moso se, no bongo be di, no bongo be kesi kolo, a binga. Tebani, vivo le long Cameroun, amu Cameroun nina, et le Cameroun bon bang, bien li Cameroun te, aya, gebia benya, bibia johona, meme boya, mama mate, comme mama yikanamo bona, comme ma yikanamo bona, abinga, tebane betetele, amu Cameroun, jalone nia. Oh, merci. Et puis, écoutez, c'est le Info TV, c'est la chaîne justement du Vivre Ensemble. On partage justement ce Vivre Ensemble avec tous les dialectes camerounais. Merci de nous avoir suivi cette journée, notamment pour cette première avec Odile Pahaï. J'espère que vous serez nombreux la prochaine fois. Restez sur la suite des programmes d'Info Télévision. On remercie toute l'équipe technique, notamment Ben Val, le réalisateur, et à la supervision générale, Monsieur Dieudonné Beng. Passez une bonne soirée et puis on se dit à vendredi prochain. Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24.